Les phares de Ronald Ashton perçaient la neige aveuglante de la veille de Noël, révélant quelque chose qui lui glaça le sang. Deux petites silhouettes gisaient sur le bord de la route, couvertes d'ecchymoses, respirant à peine. « S'il vous plaît, monsieur, ne nous ramenez pas. Elle va nous faire du mal. » Ce que Ronald découvrit cette nuit-là en voyant ses pauvres jumelles abandonnées et affamées allait le mener sur la piste de secrets enfouis, de trahison familiale tordue et d'une vérité si choquante qu'elle allait le laisser complètement abasourdi. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. La neige tombait drue en cette veille de Noël. Ronald Ashton plissait les yeux à travers le pare-brise, tandis que les essuie-glaces travaillaient d'arrache-pied pour dégager les épais flocons qui semblaient déterminés à recouvrir le monde de blanc. À côté de lui, André, 10 ans, pressait son visage contre la vitre côté passager, son souffle embuant la vitre. « Cette maison a des guirlandes lumineuses, papa, et celle-là a un bonhomme de neige géant. » Ronald sourit malgré le poids qui lui serrait la poitrine. Cette tradition, qui consistait à faire le tour du quartier en voiture pour voir les lumières de Noël, était l'une des rares choses qui semblaient encore normales. L'une des rares choses qui n'avaient pas été volées par les montagnes de factures dans le chagrin. « On rentre à la maison, mon grand? » Le temps se gâte sérieusement. Encore une rue. Les yeux bruns d'André, qui ressemblaient tant à ceux de sa mère, le suppliaient. « D'accord, encore une. » Ronald prit une route plus calme, qui traversait une zone moins peuplée. Moins de maisons, moins de lumière, juste l'obscurité et la neige. Et il enfonça la pédale de frein. La voiture glissa légèrement avant de s'arrêter et André fut projeté en avant contre sa ceinture de sécurité. « Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ça? » La voix de Ronald n'était qu'un murmure. Dans le faisceau de ses phares, deux petites silhouettes étaient blotties l'une contre l'autre sur le bord de la route. Des enfants, des petites filles serrées l'une contre l'autre, tremblant violemment. « Papa! » La voix d'André se brisa sous l'effet de la panique. « Ce sont des enfants. » Le sang de Ronald se glaça. Il gara la voiture et attrapa son manteau sur la banquette arrière, les mains tremblantes. Alors qu'il sortait dans le froid mordant, l'horreur de ce qu'il voyait le frappa comme un coup physique. Deux petites filles, des jumelles identiques, âgées d'à peine 8 ans. Leurs longs cheveux blonds étaient emmêlés de glace et de neige. Leurs vêtements, fins, inadéquats, trempés, collants à leur corps squelettique. Leurs lèvres avaient une teinte bleutée qui fit frémir Ronald. Mais ce qui lui fit serrer les poings, ce furent les ecchymoses. Des marques hideuses, visibles même dans la faible lumière, sur leurs bras, leurs visages, partout. « Hé, dit-il doucement, en s'agenouillant dans la neige. « Hé, mes chéris, je m'appelle Ronald. Vous m'entendez? » L'une des filles essaya de parler, mais ses dents claquaient si violemment qu'aucun mot ne sortit. Elles le fixaient de leurs yeux creux et terrifiés. Ronald les enveloppa toutes les deux dans son manteau. Elles réagirent à peine. Leur corps tremblait si fort que cela semblait douloureux. « André !» appela Ronald en montant le chauffage à fond. Il prit les deux filles dans ses bras. Elles ne pesaient presque rien, comme des oiseaux, et il les porta jusqu'à la voiture. André avait déjà monté le chauffage et enlevait sa propre veste. « Mets ça sur elle, papa, » dit André, le visage pâle sous le choc. Ronald installa les filles sur la banquette arrière, les enveloppant dans les deux manteaux et la couverture de survie qu'il avait dans le coffre. Elles tremblaient si fort que toute la banquette en était secouée. André grimpa à l'arrière avec elles, se blottissant contre elles pour leur transmettre la chaleur de son corps. « Il faut les emmener à l'hôpital, » dit-il d'un ton pressant. Mais lorsque le mot « hôpital » sortit de sa bouche, la panique se refléta dans les yeux vitreux des filles. L'une d'elles attrapa le bras de Ronald avec une force surprenante. « Non, monsieur, s'il vous plaît, ne nous ramenez pas là-bas. Elle nous trouvera. » Ronald serra les mâchoires. Son instinct lui criait que ses enfants avaient besoin de soins médicaux immédiats, mais la terreur dans leurs yeux lui disait que quelque chose de pire les attendait là-bas. « Je ne vous ramène nulle part, » dit-il fermement. « Mais vous êtes gelé. Vous avez besoin d'aide pour rentrer chez vous? » L'autre fille gémit. « On peut juste aller dans un endroit chaud. On ne causera pas de problème. On sera sage, on promet. On sera sage. » Ronald regarda André, qui acquiesça avec insistance, puis se tourna vers ses deux enfants terrifiés qui préféraient risquer de mourir d'hypothermie
plutôt que de retourner d'où ils venaient. D'accord, dit-il doucement. On va chez moi. Vous serez en sécurité là-bas, je vous le promets. Les deux filles acquiescèrent d'un petit signe de tête. Pendant que Ronald conduisait, les jointures des doigts blanchis sur le volant, André parla doucement aux jumelles. « Comment vous appelez-vous » Après un long silence, elles répondirent d'une voix à peine audible. « Kelly, et elle, c'est Nelly. Je m'appelle André. Vous avez quel âge ?»« 8 ans. Depuis combien de temps vous êtes dehors dans la neige ?» Les filles se regardèrent. Kelly, qui semblait légèrement plus alerte, murmura « Depuis ce matin. » La voix d'André s'éleva. « Vous êtes resté dehors pendant 8 heures dans une tempête de neige. » Les mains de Ronald serrèrent le volant si fort que ses jointures blanchirent. 8 heures le soir de Noël, par des températures glaciales. Ces enfants auraient pu mourir. Quel genre de monstre fait ça à des enfants? À la maison, Ronald fit couler un bain chaud, mais pas brûlant. Il savait que les réchauffer trop rapidement pouvait être dangereux. Les filles s'assirent ensemble dans la baignoire, tremblant encore, tandis qu'André leur apportait des tasses d'eau chaude à siroter lentement. Pendant que Ronald préparait la soupe dans la cuisine, son esprit tournait à toute vitesse. Il avait perdu sa femme Clara 18 mois plus tôt, l'avait vue passer d'une femme belle et pleine de vie à l'ombre d'elle-même, ravagée par une maladie auto-immune. Les traitements expérimentaux avaient épuisé leurs économies et les avaient laissés criblés de dettes. Il avait à peine réussi à maintenir sa propre vie à flot. Et maintenant, cela. 2 enfants maltraités et affamés qui étaient littéralement apparus dans la neige. « Clara, si tu peux m'entendre, que dois-je faire ?» Mais il le savait déjà. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Lorsque les filles sortirent de la salle de bain enveloppées dans des serviettes, Ronald vit l'étendue de leur état. Elles étaient squelettiques. On pouvait voir leurs côtes à travers leur peau pâle. Des ecchymoses à différents stades de guérison couvraient leur corps. De vieilles cicatrices, de nouvelles cicatrices. André les habilla avec ses vieux pyjamas, en retroussant les manches et les jambes du pantalon. Ronald vit des larmes couler sur le visage de son fils, mais le garçon ne dit rien, se contentant d'aider les filles avec douceur. À la table de la cuisine, Ronald plaça des bols de soupe et des crackers devant elles. Les filles regardaient la nourriture comme si elles n'arrivaient pas à croire que c'était réel. « Tout va bien », les encouragea Ronald. « Mangez lentement, prenez votre temps. » Elles mangèrent désespérément, rapidement, sans presque mâcher. Ronald dut les ralentir doucement, leur expliquant que manger trop vite après une longue période de famine pouvait les rendre malades. Lorsqu'elles eurent fini leur bol, elles le regardèrent avec un tel espoir que cela lui brisa le cœur. « Vous en voulez encore ?» Leurs yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Nous pouvons en avoir encore. »« Vous pouvez en avoir autant que vous voulez, » dit Ronald fermement. « Toujours. » Après avoir fini leur deuxième bol, les violents frissons ont enfin cessé. André s'est soudainement levé et a couru dans sa chambre, revenant les bras chargés de jouets, un ours en peluche, des livres de coloriage, des crayons de couleur, un puzzle en bois. « C'était un de mes préférés quand j'étais plus jeune, » a-t-il dit timidement. « Vous pouvez les prendre si vous voulez. » Nelly a tendu la main et a touché la fourrure douce de l'ours en peluche, les yeux remplis de larmes. « Pour nous, monsieur? »« Oui, ma chérie. Pour vous. » Ronald s'assit alors, la voix douce mais sérieuse. « Les filles, si vous êtes d'accord, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Où sont vos parents? » Les jumelles échangèrent un regard. Puis Kelly prit la parole. « Notre maman et notre papa sont morts quand nous avions 3 ans. Nous ne nous souvenons pas vraiment d'eux. » Ronald eut un pincement au cœur. « Qui s'occupe de vous? » « Notre tante Na, la sœur de maman. Nous vivons avec elle, oncle Derek et notre cousin. Et aujourd'hui, que s'est-il passé aujourd'hui? » Kelly porta la main à une ecchymose sur son bras. « Nous avons demandé plus de nourriture au petit déjeuner. Nous n'avons qu'un seul repas par jour. Aujourd'hui, nous avons eu un petit bol de flocons d'avoine, mais nous avions tellement faim. Quand nous en avons demandé plus, tante Na s'est mise en colère. Elle a dit que nous étions gourmandes et ingrates. » Nelly continua, la voix brisée. Elle a dit que si nous voulions plus de nourriture, nous pouvions aller la mendier dehors. Elle nous a jetés dehors en disant que nous ne pourrions revenir que lorsque nous aurions gagné de l'argent ou trouvé notre propre nourriture.
Ronald sentit la rage monter en lui. Cela arrive souvent. Les deux filles acquiescèrent, les larmes coulant sur leurs joues. Tante Na dit que nous mangeons trop et que nous ne travaillons pas assez. Mais nous avons toujours faim, oh monsieur. Nous nettoyons, cuisinons et lavons tout dans la maison toute la journée. Notre cousin n'a rien à faire. Et quand on pleure ou qu'on se plaint, elle nous frappe avec sa ceinture, nous enferme dans la cave ou nous jette dehors en nous disant d'aller mendier. Et votre oncle? Oncle Derek essaye parfois de nous aider. Il nous donne à manger quand Tante Na ne regarde pas. Il dit qu'il est désolé, mais il ne l'empêche jamais. Il dit qu'il doit penser à notre cousin. André s'approcha des jumelles, le visage jeune et déterminé. Tu ne vas pas y retourner, n'est-ce pas, papa? Elles peuvent rester avec nous. Ronald regarda son fils, ce garçon qui avait perdu sa mère, mais qui avait encore de la place dans son cœur pour aimer, puis ses deux petites filles brisées qui avaient failli mourir de froid. Ses économies avaient disparu. Il croulait sous les dettes. Il avait 3 mois de retard sur son hypothèque. Ce serait leur dernier Noël dans cette maison. Mais tout cela n'avait aucune importance. Oui, dit-il, vous restez ici. Vous êtes en sécurité maintenant. Ronald jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était presque minuit. Noël allait commencer dans quelques minutes. Une idée lui vint à l'esprit. André, aide-moi. Pendant que les jumelles somnolaient sur le canapé, enveloppées dans des couvertures, Ronald et André travaillèrent en silence. Ils sortirent le petit sapin artificiel que Ronald n'avait pas prévu d'installer cette année, afin d'économiser de l'argent. André accrocha les décorations tandis que Ronald installait les guirlandes lumineuses. Ils sortirent les chaussettes, dont 2 qui avaient appartenu à Clara. Maman aurait voulu qu'il les ait, murmura André. Ronald retint ses larmes. Oui, aurait-elle voulu. Ils emballèrent les quelques cadeaux que Ronald avait achetés pour André, puis fouillèrent la chambre d'André à la recherche d'autres choses à emballer. Des livres, des jouets, tout ce qui pouvait apporter de la joie. Lorsqu'ils eurent terminé, il était minuit passé. Ronald et André reculèrent pour admirer leur travail. Le sapin brillait doucement dans le salon plongé dans l'obscurité. Les cadeaux étaient nichés dessous. Les chaussettes étaient suspendues près de la cheminée. « C'est parfait, papa, » murmura André. « Allons dormir, » dit Ronald doucement. « Nous les laisserons découvrir tout ça demain matin. » Ils allèrent se coucher, laissant les lumières allumées. Quelques heures plus tard, alors que l'aube commençait à poindre le matin de Noël, Kelly remua sur le canapé. Elle ouvrit lentement les yeux, s'habituant à la douce lueur qui l'entourait. Puis elle le vit. Elle s'assit rapidement, le cœur battant à tout rompre. Le sapin de Noël, les lumières, les cadeaux, les chaussettes. « Nellie » murmura-t-elle avec insistance, secouant sa sœur pour la réveiller. « Nellie, réveille-toi, regarde. » Nellie ouvrit les yeux. Quand elle vit ce que Kelly voyait, elle resta bouche bée. Elles se levèrent toutes les deux lentement, comme si le fait de bouger trop vite risquait de faire disparaître tout cela. Elles se dirigèrent vers le sapin, leurs pieds nus tapotant doucement le tapis, puis elles s'arrêtèrent, figées par l'émerveillement. Le sapin brillait de lumière blanche et chaude. De vrais cadeaux étaient posés dessous, emballés dans du papier coloré. Des chaussettes étaient suspendues près de la cheminée. La neige tombait doucement derrière la fenêtre. 4 tasses étaient posées sur la table basse, prêtes à accueillir du chocolat chaud. « Est-ce que c'est réel? » murmura Nellie, les larmes aux yeux. Des bruits de pas dans l'escalier les firent se retourner. Ronald apparut, suivi d'André. « Joyeux Noël, » dit Ronald doucement. « Je sais qu'hier a été horrible. Je sais que vous avez vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. Mais maintenant, vous êtes en sécurité. Vous êtes au chaud, vous avez à manger, et vous faites partie de cette famille. » Kelly et Nellie le regardèrent, bouche bée. Des larmes commencèrent à couler sur leurs joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. « C'est pour nous aussi ?» murmura Nellie. « C'est pour nous tous, » dit André en leur prenant les mains. « Allez, vous pouvez ouvrir vos cadeaux. » L'heure qui suivit fut purement magique. Les jumelles ouvrirent leurs cadeaux les mains tremblantes, poussant des cris de joie à chaque livre, chaque peluche, chaque livre de coloriage. André leur a montré comment faire des moustaches en chocolat chaud. Et pour la première fois, Ronald les a entendus rire. Ils ont regardé ensemble un vieux film de Noël. Tous les 4 se sont blottis sous des couvertures sur le canapé. Les jumelles ont mangé les biscuits qu'André avait préparés plus tôt dans la semaine. Lentement, progressivement, la peur a quitté leurs yeux.
Au fil de la matinée, Kelly et Nellie se sont blottis de chaque côté de Ronald. André avait la tête posée sur l'épaule de Ronald. Ronald a regardé ses 3 enfants et a fait un vœu silencieux. Quoi qu'il en coûte, quels que soient les sacrifices à faire, il les protégerait. C'était leur famille. Avez-vous déjà vécu un moment qui a changé le cours de votre vie? Parfois, nous ne choisissons pas ces moments. Ce sont eux qui nous choisissent. Et ce que nous faisons ensuite définit qui nous sommes vraiment. Ne partez pas. Cette histoire ne fait que commencer. Les jours qui ont suivi Noël se sont confondus dans un tourbillon d'appels téléphoniques et de paperasse. Ronald a contacté les services de protection de l'enfance, puis la police. Un médecin a examiné les filles, documentant leurs blessures, leur malnutrition, les signes d'abus prolongés. La police a arrêté Nat dans la semaine. Mais les jumelles restaient craintives. Elles l'appelaient toujours « Monsieur ». Elles stockaient de la nourriture dans leur chambre, mangeant avec précaution, comme si chaque repas pouvait être le dernier. Elles sursautaient au moindre mouvement brusque. Chaque nuit, elles se réveillaient en hurlant à cause de cauchemars. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. André est devenu leur protecteur. Il partageait tout avec elles, leur apprenait des jeux, leur lisait des histoires de soir. Le désir qu'il avait toujours eu d'avoir des frères et sœurs s'est déversé sur Kelly et Nellie comme de l'eau sur une terre desséchée. Les jumelles ont commencé à lui faire confiance. Elles ont commencé à l'appeler Monsieur Ronald au lieu de Monsieur. Kelly a ri à une blague d'André. Nellie a demandé si elle pouvait aider à préparer le petit déjeuner. Elles ont commencé à se comporter comme des enfants plutôt que comme des prisonnières. Mais à mesure qu'elles se sentaient plus à l'aise, elles ont raconté davantage d'histoires. Des histoires qui ont fait bouillir le sang de Ronald. Dormir dans un sous-sol non chauffé, être enfermé dans des placards pendant des heures, les max sur leur dos causés par des coups de ceinture, passer des jours avec un seul petit repas, être obligé de faire toutes les tâches ménagères tandis que leur cousin ne faisait rien. Le détective chargé de l'affaire a pris Ronald à part après avoir recueilli leurs déclarations. Monsieur Ashton, je dois être honnête avec vous. Sans preuve tangible, photos, vidéos, témoins supplémentaires, c'est sa parole contre la leur. Un bon avocat de la défense dira que les enfants sont traumatisés et désorientés. Ce n'est pas suffisant, répondit Ronald d'un ton sec. Je comprends. Nous ferons tout notre possible, mais je veux que vous soyez préparés. Ronald rendit visite à Nat en détention. La femme avait la trentaine bien avancée, des traits durs et un regard froid. Elle le regardait avec un mépris total. Vous leur avez rempli la tête de mensonges. Ces filles étaient sauvages, désobéissantes. Je leur enseignais la discipline. La discipline, la voix de Ronald tremblait. Vous les avez affamées, battues, jetées dehors dans une tempête de neige pour qu'elles meurent. Elles mentent. Tout comme leur mère a menti, le visage de Nat se tordit de rage. Lily a toujours tout eu. Elle a toujours été la préférée, la plus belle. J'aimais Paul en premier, mais elle me l'a volé. Il aurait dû être à moi. Nous étions faits l'un pour l'autre, mais elle s'est interposée et il l'a choisi. Elle a eu le mari riche, la belle maison, les enfants, tout. Ronald la fixa du regard, comprenant soudainement, comme un jet d'eau glacée dans son dos. Tu as torturé 2 enfants innocents parce que tu étais jalouse de leur mère décédée. Ces enfants me rappelaient en chaque jour tout ce que j'aurais dû avoir, tout ce que Lily m'avait pris. Tu n'es pas seulement cruel, dit Ronald calmement. Tu es pathétique. Je n'ai rien à t'expliquer, grogna Nika. Ces enfants sont des menteurs, tout comme Lily l'était. De mauvais enfants qui méritaient d'être punis. Et sans preuve, je serai libre. Ronald pouvait à peine contenir sa rage. Tu répondras de tes actes, dit-il calmement. Si ce n'est pas devant moi, ce sera devant un juge. Il quitta la cellule, les mains tremblantes. Mais le système fonctionnait lentement, trop lentement. Le procureur l'avertit que Nat serait probablement libéré sous caution. Sans preuve concrète, l'affaire pourrait ne pas être jugée. Ronald ne pouvait pas dormir. Il avait utilisé ses dernières économies pour engager un avocat afin de mener à bien la procédure d'adoption. Il avait contracté un autre emprunt juste pour couvrir les frais. Les jumeaux s'épanouissaient, se comportant enfin comme des enfants, riant, jouant, guérissant sous sa garde et celle d'André. Son fils avait trouvé un but en devenant le grand frère, et Kelly et Nellie commençaient à s'épanouir. Mais Ronald ne pourrait pas les protéger si Nat était libéré. C'est alors qu'il se souvint de Derek.
L'oncle qui était resté les bras croisés pendant des années alors que sa femme torturait deux enfants innocents. Ronald trouva l'adresse de Derek et s'y rendit en voiture un soir. L'homme qui lui ouvrit avait l'air fatigué, abattu. Lorsque Ronald lui expliqua qui il était, Derek tenta de fermer la porte. Je ne peux pas vous aider. Je ne témoignerai pas contre ma femme. Même si vous savez ce qu'elle a fait, même si vous l'avez vu de vos propres yeux, je dois penser à mon fils. Il a besoin de sa mère. Votre fils a vu sa mère maltraiter deux petites filles pendant des années. Qu'est-ce que cela lui apprend? Quel genre d'homme deviendra-t-il si vous lui montrez qu'il est acceptable d'être témoin de cruauté et de ne rien faire? Avant que Derek n'ait pu répondre, un jeune garçon d'environ 12 ans apparut derrière lui. Son visage était couvert de larmes. « Papa, » dit le garçon doucement, la voix tremblante, « si tu ne dis pas la vérité sur ce que maman a fait à Kelly et Nellie, je le ferai. » Le visage de Derek s'est effondré. Il a regardé son fils, l'a vraiment regardé, et Ronald a vu le moment où quelque chose s'est brisé à l'intérieur de cet homme. Les justifications, les rationalisations, les murs soigneusement construits qu'il avait érigés pour éviter d'affronter la vérité. Le garçon a continué, les larmes coulant sur son visage. « J'en fais des cauchemars, papa. À propos de ce que j'ai vu, à quel point elles avaient toujours peur. Je ne peux plus vivre avec ça. Et je ne peux pas grandir en pensant que c'était normal. » Derek s'appuya contre le cadre de la porte, le visage entre les mains. Lorsqu'il leva les yeux, ceux-ci étaient rouges et brisés. « Entre, » dit-il d'une voix rauque. « Je te dirai tout. » La salle d'audience était petite et étouffante. Ronald était assis avec les jumelles qui portaient des robes identiques données par une association caritative locale. Ils lui tenaient les mains si fort que ses doigts s'étaient engourdis. Na était assise à la table de la défense, l'air confiant, presque suffisant. Son avocat avait passé la matinée à démolir le témoignage des jumelles, suggérant qu'elles étaient confuses, traumatisées et qu'elles projetaient leur douleur sur une tante bien intentionnée. Le juge était en train de relire ses notes, se préparant clairement à classer l'affaire, lorsque les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Derek entra, une enveloppe en papier craft sous le bras. Son fils marchait à ses côtés. « N'a pas lié. »« Votre honneur, » dit Derek d'une voix ferme malgré le tremblement visible de ses mains. « Je voudrais témoigner. » Ce qui suivit fut accablant. Derek décrivit des années d'abus avec des détails atroces. Les coups, la famine, la torture psychologique, chaque incident dont il avait été témoin et qu'il n'avait pas empêché. Mais surtout, il avait des preuves. Des images de la caméra de sécurité de leur maison, des vidéos horodatées montrant Na frappant les filles, les forçant à sortir dans le froid, leur criant dessus, leur refusant de la nourriture. Derek avait enregistré pendant des mois, incapable d'intervenir, mais incapable de détruire les preuves. « J'étais un lâche, » dit Derek, la voix brisée. « Je me disais que je protégeais ma famille. Mais quel genre de famille protégeais-je? Ma femme était un monstre et je l'ai laissé faire. Ses filles méritaient mieux. » Il regarda Nika qui était assise, figée sous le choc. « J'aurais dû t'arrêter il y a des années. J'aurais dû te dénoncer la première fois que je t'ai vu les frapper. Mon silence m'a rendu complice de ta cruauté. » Puis il se tourna vers Kelly et Nellie. « Je suis tellement désolé. Je suis désolé de ne pas avoir été plus courageux. Vous méritiez un adulte qui vous protège et j'ai échoué. » Il se tourna à nouveau vers le juge. « Je demande le divorce. Mon fils et moi déménageons pour prendre un nouveau départ. Et j'espère qu'en faisant cela, en disant enfin la vérité, je pourrai lui apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. » La salle d'audience était silencieuse, à l'exception de quelques sanglots étouffés. Kelly et Nellie s'accrochaient à Ronald, leur petit corps tremblant de soulagement et de douleur. Le verdict du juge fut rapide et sévère. 15 ans de prison pour multiples chefs d'accusation d'abus, de négligence et de mise en danger d'enfants. Alors que la police emmenait Nika, elle ne se retourna pas. Inquiétant le tribunal, les jumelles s'accrochèrent à Ronald. « Vous avez réussi, » murmura Kelly. « Vous nous avez sauvés, Monsieur Ronald. »« Nous avons tous réussi ensemble, » dit Ronald doucement. « Vous avez eu le courage de dire la vérité. Derek a eu le courage de faire enfin ce qu'il fallait, et nous avons tous veillé à ce que justice soit faite. Parfois, la justice prend du temps. Parfois,
Il faut que quelqu'un trouve enfin le courage de faire ce qui est juste. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur j'aime, car nous avons tous besoin de nous rappeler que la vérité compte toujours. 3 mois plus tard, l'adoption était finalisée. Kelly et Nellie Williams sont devenus Kelly et Nellie Williams Ashton. Andre était aux anges, mais Ronald était submergé. Les prêts, les frais juridiques, le coût de l'éducation de 3 enfants avec un seul revenu. Il a pris des emplois de comptable le week-end, a réduit ses dépenses à néant, a vendu tout ce qui avait de la valeur. Les enfants n'ont jamais souffert de la faim, n'ont jamais manqué de l'essentiel. Mais Ronald sautait souvent des repas. Il s'en moquait. Ils étaient en sécurité. Ils guérissaient. Ils s'épanouissaient. Les jumelles avaient changé. Elles riaient librement désormais. L'appelaient papa sans hésitation. Les cauchemars avaient diminué. Ils avaient pris du poids. L'or bleu avait disparu. Puis, un après-midi, un homme bien habillé a frappé à leur porte. Monsieur Ashton, je m'appelle Harold Green. J'étais l'avocat de Paul et Lily Williams, les parents des jumeaux. Je recherche Kelly et Nellie depuis 5 ans. Le cœur de Ronald s'est serré. Quelqu'un essayait-il de les lui enlever? Mais l'expression de Monsieur Green était bienveillante, presque soulagée. Puis-je entrer? Cela va vous sembler inhabituel, mais je vous promets que c'est une bonne nouvelle. À l'intérieur, Monsieur Green posa sa maillette sur la table et en sortit un épais dossier. Lorsque Paul et Lily sont morts dans cet accident, ils ont laissé un fonds fiduciaire substantiel pour leur fille. J'ai été nommé administrateur, mais il y avait un problème. Na a refusé de remplir les documents légaux de tutelle. Elle a pris les filles, mais elle n'est jamais devenue officiellement leur tutrice légale. Sans ces documents, je ne pouvais pas accéder au fonds fiduciaire ni même confirmer où se trouvaient des enfants. Il ouvrit le dossier et montra les documents officiels à Ronald. Pendant 5 ans, j'ai suivi tous les cas de protection de l'enfance dans cet État et dans les 3 États voisins. J'ai vérifié les dossiers des familles d'accueil, les procédures d'adoption, les admissions à l'hôpital, partout où ces filles pouvaient apparaître dans le système. J'ai engagé un détective privé. J'ai signalé leur disparition. J'ai même contacté toutes les écoles primaires dans un rayon de 160 km. La voix de M. Green s'est épaissie sous le coup de l'émotion. Lorsque vous avez finalisé l'adoption, leurs nouveaux noms légaux ont été enregistrés dans la base de données publique. Cela a déclenché une alerte dans mon système de surveillance à baptême. Après 5 ans de recherche, je les ai enfin retrouvés. Ronald le fixait, n'osant à peine y croire. La fiducie a été créée pour que Kelly et Nellie ne manquent de rien. Paul était issu d'une famille fortunée et était un banquier d'affaires prospère. Lily était travailleuse et dévouée. Ensemble, ils ont construit quelque chose de solide pour l'avenir de leur fille. Il fit glisser des papiers sur la table. Le montant total, de censé et de sonner en total que je ne suis pas autorisé à divulguer avant que les filles aient 18 ans, est détenu en fiducie et investi de manière prudente. Mais en tant que tuteur légal, vous avez droit à des versements mensuels pour leur éducation, leurs soins de santé, leur logement, leur nourriture, leurs vêtements et leur bien-être général. Le montant est calculé de manière à leur assurer une vie confortable dans la classe moyenne. Ronald prit les papiers avec des mains tremblantes. Le montant mensuel indiqué lui fit monter les larmes aux yeux. Ce n'était pas une fortune extravagante, mais c'était suffisant. Assez pour rembourser ses dettes écrasantes, assez pour garder la maison, ou assez pour ne plus sauter de repas, assez pour enfin respirer, assez pour offrir à ses 3 enfants la vie qu'ils méritaient. Il y a encore une chose, dit M. Green doucement, en sortant une enveloppe scellée. Lily a écrit des lettres à ses filles avant de mourir. Elle et Paul avaient un pressentiment au sujet de ce voyage. Ils appelaient cela de l'intuition. Elle voulait qu'elles aient ces lettres lorsqu'elles seraient en âge de les lire. J'ai également l'emplacement des tombes de Paul et Lily. Lorsque vous serez prêts, vous voudrez peut-être emmener les filles leur rendre visite. Ronald regarda cet homme qui avait passé 5 ans à les rechercher, qui n'avait jamais abandonné. Monsieur Green, merci. Merci de ne pas les avoir oubliés. Les yeux de l'avocat brillèrent. Comment aurais-je pu? Paul était mon meilleur ami. Lily était comme une sœur pour moi. Quand ils sont morts, j'ai promis de retrouver leurs filles et de les protéger. J'aurais juste aimé les trouver plus tôt, avant Na. Vous les avez trouvées quand elles avaient besoin d'être retrouvées, dit Ronald avec fermeté, et elles sont en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. 1 mois plus tard,
Par une belle matinée de printemps, Ronald conduisit André et les jumelles au cimetière. L'herbe était verte, parsemée de fleurs sauvages. La pierre tombale était simple mais belle. Paul et Lily Williams, parents bien-aimés. Partis trop tôt, les jumelles s'agenouillèrent et les déposèrent des lys blancs sur l'herbe. Bonjour, maman et papa, dit Kelly doucement. Nous sommes Kelly et Nellie. Vous ne vous souvenez probablement pas de nous. Nous étions si petites quand vous êtes partis, mais nous voulons que vous sachiez que nous allons bien maintenant. Nous avons un nouveau papa. Il s'appelle Ronald. Et il nous a trouvés la veille de Noël alors que nous étions gelés dans la neige. Il nous a ramenés chez lui et nous a offert le plus beau Noël de notre vie. Et nous avons aussi un frère, dit Kelly. André, c'est le meilleur frère du monde. Il partage tout avec nous et nous fait rire. Nous sommes en sécurité maintenant, maman, murmura Nellie. Nous sommes enfin en sécurité et nous sommes heureuses. Nous aimerions que vous soyez là, mais nous pensons que vous seriez fiers de nous. Et nous espérons que vous êtes fiers de papa aussi. Il a tant sacrifié pour nous garder. Ronald recula, les larmes coulant sur son visage. André s'appuya contre lui, pleurant aussi. Les jumeaux se levèrent et coururent vers eux, et tous les quatre restèrent là, une famille née non pas du sang, mais du choix, du courage et de l'amour. Merci, murmura Ronald au ciel, à Clara, à Paul et Lily, à la force qui l'avait guidé sur cette route enneigée. Merci de m'avoir confié ces enfants. Alors qu'ils retournaient à la voiture, Nellie glissa sa main dans celle de Ronald. Papa, oui, ma chérie, on pourra revenir vous rendre visite. Ronald lui serra la main, le cœur rempli de joie. Quand tu veux, ma chérie. Kelly prit son autre main. Et papa, merci pour tout, pour nous avoir sauvés, pour nous aimer, pour avoir fait de nous une famille. Ronald s'agenouilla et serra les trois enfants dans ses bras. Vous n'avez pas à me remercier. Être votre père, faire partie de cette famille, est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Vous m'avez sauvé autant que je vous ai sauvé. Alors qu'ils rentraient chez eux, la radio jouant doucement, André parlant d'un projet scolaire, les jumeaux gloussant sur la banquette arrière, Ronald ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Ils avaient tous été brisés par la perte, la cruauté, des circonstances indépendantes de leur volonté. Mais d'une manière ou d'une autre, en se retrouvant, ils étaient redevenus entiers. Et c'était là le plus grand miracle de Noël. Mes amis, si cette histoire vous a touché comme elle m'a touché, si elle vous a rappelé que l'amour est un choix, que la famille est ceux qui sont là pour vous, et que parfois les plus beaux cadeaux sont ceux qui arrivent dans les moments les plus difficiles, ne vous contentez pas de regarder et de passer votre chemin. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez notre famille Soul Lift Stories pour découvrir d'autres histoires qui vous redonneront foi en l'humanité. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la gentillesse n'est jamais vaine. Et n'oubliez pas, soyez la personne qui s'arrête. Soyez la personne qui voit. Soyez la personne qui aide. Vous ne savez jamais quelle vie vous pourriez sauver. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.